inférieure. Unité de temps inférieure, je veux dire, si les prises ont fait ça en unité de temps de 4 heures, vous êtes tranquille que l'unité de temps inférieure a continué de sonder à la baisse. Elle n'a fait aucun signal de reverse, ça c'est sûr et certain. Donc c'est même pas la peine d'intervenir ici. Là c'est pas la peine. Celui-là donc va être excessivement difficile à jouer. Ça j'en sais rien, mais ça a tapé. Voilà. Donc c'est des zones hyper intéressantes à travailler. Alors celui-là, le premier, donc là où j'en étais, celui-là il n'a pas marché. Celui-là il n'a pas marché. Il a marché un tout petit peu. Sur ce genre de trade, si on prend position là, effectivement, il y a quelques pips à faire, ça se retourne assez vite. Si le trade est bien géré, normalement à la fin de la première impulsion, on sort un tiers de la position, on ramène le stop. On ne va pas se faire trop mal. Où est-ce que ça a shorté? C'était celui-là, il a un tout petit peu décalé, il est un peu plus à droite là. Donc par ici, ouais, ok, on est dans un range. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? J'arrive pas à trouver en mot de passe. C'était celui-là, voilà, en fait il est resté dans le range. Et là il y a un renversement de tendance sur lequel on n'a pas eu le signal. On n'a plus le signal de renversement de tendance ici. Il n'est pas arrivé. Par contre le short monstrueux c'était celui-là. 1, 2, 3, le troisième il est shorté. Celui-là il est excellent. Tu peux répéter, excuse-moi. Alors regarde, c'est l'axe orange. Tu vois, il a fait 1, 2, le troisième, ça c'est un short. Il est ici. Même juste un petit peu, il le donne ici, le short. En plus ça c'est un bon signal parce que on est en pleine phase 3 baissière sur les bols 100. Donc en phase 3 baissière sur les bols 100, on joue plutôt la baisse. Okay. Le seul truc pour pas jouer la baisse, c'est si la MACD avait fait un 1, 2, 3 reversal haussier à ce niveau-là, mais il a fait exactement l'inverse. Il a tapé l'axe de propagation baissière, il s'est retourné pile poil sur l'axe qui correspond au plus haut ici. Dans une dynamique baissière. Yes? Non. Je recommence. Excusez-moi, peut-être que je fatigue un peu aussi, peut-être que je suis un peu moins clair. Faut me dire hein, si je suis pas clair. Non, ça va. Là, on était en pleine dynamique baissière, phase 3, sur les bols 100. Donc, a priori, on ne cherche qu'à shorter. Ok? Sauf si on a un signal de 1, 2, 3 reversal haussier, donc un signal de contre, qui aurait dû se mettre en place avec un axe qui serait arrivé comme ça. Il n'était pas là du tout, au contraire, on avait un axe de propagation baissier, qui est le orange, et au troisième top, hop, il envoie là-bas. Donc là, il n'y a pas de malaise. Hein. Celui-là, il marche d'enfer. Alors celui-là, j'ai un peu triché, parce que c'est un truc que je ne vous ai pas expliqué encore. En plus, il est monstrueusement bon. Il est là. J'aurais peut-être pas dû le mettre. Parce que ça fait appel à une notion qu'on n'a pas encore vue. Ok, on va dire ça comme ça pour les... Ok, je vous l'explique en deux. Vous voyez les petites bandes bleues là, pointillées? Ouais. C'est ce que j'appelle les zones de contre-mesure. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Ces petites bandes bleues, en fait, c'est des bandes de Bollinger. Super traficotées. Okay, mais, en fait, elles sont là pour calculer l'amplitude, donc la volatilité des vagues d'impulsion. Elles sont calculées sur la façon dont les vagues d'impulsion ont bougé
au cours des X périodes précédentes. Donc il me dit, normalement, quand on arrive sur ces zones-là, c'est des zones maximum atteintes par les vagues d'impulsion. Ok? Et là, il m'a mis un double top, donc pam, pam, 2 fois, en zone de contre-mesure, qui sont des zones où vraiment, et qui sont très très éloignées de la zone de 0. Donc là, il y a une forte probabilité de retournement. Et c'est pour ça que j'ai mis un short ici, que j'ai mis un short là. Donc on est en zone de contre-mesure quand on est à l'extérieur de... Ouais, à l'extérieur. Mais on va revenir sur les zones de contre-mesure. Hein. C'est un setup spécifique. Ça, c'est un setup anti-algo, ça. C'est ce que j'ai développé perso, après que les algorithmes soient arrivés sur les marchés, et que je me suis aperçu qu'il y avait des extensions qui étaient des extensions de mouvement anormales au sens statistique du terme. Et ces zones sont très importantes, elles sont vachement intéressantes, parce que, pour 2 choses. C'est ça montre quand la vague d'impulsion arrive dans des zones excessivement dangereuses et anormales au sens statistique du terme. Mais l'autre avantage, c'est qu'il est excessivement... Autant on ne peut pas tracer ces droites, ces axes de propagation, de façon automatique, autant il est excessivement facile d'écrire un screener qui va aller détecter les retournements au-dessus des zones de contre-mesure. Et ça, je laisse ce screener, et il est génial. Enfin, ça donne des points qui sont des points intéressants. Ce que tu fais quand tu as un axe qui est, quand tu es en contre-mesure, tu mets une droite avec une alarme, c'est ça en fait, parce que je ne veux pas le savoir ce bon point. A posteriori, tu le sais, oui, parce que là tu le vois, mais tu mets en fait une droite avec une alarme, et si ta alarme est déclenchée, tu vérifies s'il y a un signal sur l'unité inférieure, c'est ça? Absolument. Alors tiens, je vais prendre un exemple. Ça, c'est des trucs pratiques, hein. Pratique, mais c'est le plus important, la pratique. Hein. Typiquement, je prends un exemple n'importe lequel. On va prendre, attends, je vais le colorier de façon différente. Je vais le prendre en rouge. Ben voilà, le rouge. Je vais le mettre en... Ok. Typiquement, quand je suis sur un truc comme ça, de manière à ne pas être embêté, de ne pas être scotché en permanence, je vais mettre en orange. Tu vois, ok, tu détermines un axe, tu vois qu'il y a un axe, machin, tu te projettes dans le futur, tu es quelque part par là, tu n'as pas vu ce qui se passe derrière. Tu te projettes dans le futur, et ce que je fais moi, c'est que je le dédouble avec ProRealTime, je mets un deuxième segment, très légèrement en dessous. Et ce que je fais, c'est sur le segment, je pose une alarme. C'est-à-dire qu'on peut prendre sur ProRealTime, donc c'est la petite cloche, les alarmes. Hein. On active l'alarme, on va sélectionner ou un indicateur ou une droite graphique, enfin on va sélectionner un des objets qui est sur sa tête graphique. On clique dessus, donc quand elle est active, elle devient bleue, bleu clair. Tu vois, si je ne mets pas mon curseur dessus, elle est orange. Quand elle est active, tac, elle devient bleue. Donc je me mets dessus et je dis que donc la MACD moins, donc c'est pas mon signal, c'est ma MACD. Donne-moi une alarme pour tout croisement. Donc tu peux faire croisement à la hausse, croisement à la baisse, tout ce que tu veux. Tout croisement avec la ligne sélectionnée. Et je crée l'alerte. Il me met une petite clochette. Et ce qui fait que, donc j'étais ici, clochette... ouais, mais j'ai un problème de réception. Clochette... qu'est-ce que ça me rappelle? Et donc, ce qui fait que quand, dans le temps, tu vois, mais alors là on est en... je sais pas, on est en mi-août 2000... je sais pas quoi, enfin on est mi-août, on s'en fout. Mi-août, là ça va sonner à mi-septembre, donc un mois après. D'accord? Quand ma vague d'impulsion va se rapprocher de mon axe, le vrai, le rouge, il va me déclencher l'alarme sur le rang. Et là, debout là-dedans, il y a quelque chose qui se passe, il y a un point d'entrée qui est pas loin, donc je commence à le mettre sur surveillance, à regarder ce qui se passe sur l'unité de temps inférieure, à analyser l'unité de temps inférieure, etc. Donc, ça te réveille à l'avance. Tu vois ?
Et après, on peut enlever les alarmes. Pour enlever une alarme ou un segment, c'est poubelle. Poubelle, c'est objet, supprimer. Ah oui, non, j'ai pas de réseau ici. Alors, là c'est intéressant parce que ça n'a pas carburé terrible. Là et là, ça a tapé. Alors là, parce qu'on était dans une dynamique baissière très. Ok. C'est pas grave. C'est pas un mauvais trade. C'est pas un super trade, mais c'est un trade où on ne compte pas normalement. Celui-là, pareil, 1, j'attends le 2, j'attends le 3, ça c'est un reversal. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez par exemple une grosse dynamique baissière, vraiment importante comme elle était là, je vais mettre un peu de graphe. Là c'est vraiment une raclée hein, sur l'euro-dollar. Hein. A priori c'est plutôt le 4 qui devrait marcher que le 3. Ceci dit, si vous regardez le point d'entrée qui est ici, il n'est pas mauvais en tant que tel. C'est-à-dire que, hop, c'est toujours pareil. Je ne prends que si l'unité de temps intérieur me donne un signal, axe de propagation, divergence, en admettant qu'il ait été ici. Typiquement, moi la façon dont je gère le trade, c'est, je sais pas, on se fait rentrer quelque part par là, sortie un tiers de position ici, sur la bolle sens supérieure, parce que là on était dans une espèce de range. Remontée du stop au point d'entrée. Là, une sortie, je sais pas où, ça va être difficile parce qu'il y a une méga neige de bougie. Ah, si, certainement par là. Parce que moi je vais regarder les points de plus haut, plus bas relatifs, je sais pas. Et après, ça repart. Mais là, il y a quand même, on passe quand même de aller à 30 à, allez, en moyenne, ça fait un 30, 31 et des bananes. C'est bon, c'est une petite règle, quoi. C'est sympathique. Hein. C'est évidemment pas le grand qui fait partie du haut, mais c'est toujours sympa. Celui-là, pareil. C'est un trade de contre, vous voyez, quand les axes sont en reversal, sont en divergence, c'est un trade de contre. Celui-là, c'est un méchant trade de contre. Hein. Donc, évidemment, il arrive quelque part par là. Sortie de position obligatoire sur la bande de Bollinger supérieure. Donc, ça arrive en piqué à la baisse, c'est rendu très méchant. Et après, le reste du trade se fait complètement sortir flat, ici. Mais c'est pas grave, on a gagné ça, c'est déjà pas mal. Et après, là, il y a une montée, mais il n'y a pas. Sur cette unité de temps-là, il n'y a pas de signal. Peut-être qu'il y a eu un signal sur l'unité de temps 1 heure, peut-être qu'il y a eu un signal sur une autre unité de temps, ça je ne sais pas. Mais en regardant juste mono UT et sur ce truc-là, là, j'avais pas le signal de hausse. Donc ça, ok, ça, ok. Ceux d'avant, parfait. En termes d'unités de temps, bon, tu dis que c'est quelles que soient les unités de temps, mais tu as quand même des favoris, non? Est-ce qu'il y a des unités de temps privilégiées, qui sont vraiment privilégiées par rapport à ton process? Ouais, et puis je les change un peu. Alors, il y a deux choses. Mais je fais d'un côté de l'intraday et d'un côté du swing, action sur des durées plus importantes. Donc en intra, par contre, j'échange pas trop. C'est des petites unités de temps, c'est du... je regarde beaucoup le 5 minutes, le 30 minutes, le 1 heure ou le 2 heures, le journalier pour avoir la tendance, et je prends des points sur du 10 secondes, 20 secondes. Okay. Par contre après, selon le marché, si par exemple je sais que le marché est en range, et qu'il est en range sur du 4 heures, je peux jouer des ranges sur le 4 heures, mais je vais privilégier des petits swings. Alors ça, ce ne sera pas forcément complètement de l'intraday, mais sur l'unité de temps inférieure, le 30 minutes. Pour toi marquer 2, 3, 4% à chaque fois, c'est à la fois bien et pas grand chose. Mais si tu arrives à marquer des 2, 3, 4% comme ça en rafale et que ça tombe sans se stresser, sans poum en tournant, ouais, voilà. Et là maintenant, si mon range il est en journalier, j'irai tenter de jouer des swings, non pas sur du 30 minutes, mais sur du 2 heures. Ok, donc ce qui a a priori plus de potentiel. Mais ça, c'est le marché qui me le dit.
je sais pas. J'ai pas d'avis. Tu calcules pas la rentabilité du unité de temps. Je suis très. Toi, tout ce système-là, il a été développé non pas avec des backtests, des approches super mathématico. Alors, si, j'utilise pas mal de stats, mais c'est pas moi, c'est les Bollinger, etc. qui le font. Mais c'est de l'observation. C'est vraiment juste de l'observation, c'est de se rendre compte que le jour où j'ai vu qu'il y avait des axes de propagation sur les macélés, je me suis même demandé pourquoi personne n'y a pensé avant. C'est un truc qui existe depuis les années 70. Peut-être des mecs qui l'ont, mais qui ne le disent pas, c'est possible. Alors au début c'est très étonnant, mais tu commences à mettre, comme je l'ai fait là, mais des signaux, puis tu t'aperçois que, ou ils sont pas forcément déments, comme celui-là, mais enfin ils sont pas mauvais non plus, hein. T'as marqué des points, hein. Ou par moments ils sont vraiment super impressionnants, pam, 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 tu vois, ça c'est de super trade, ça, hein. C'est méchant comme trade, hein. Et voilà, mais c'est juste de l'observation. J'ai jamais backtesté un système. Jamais. J'ai essayé. De toute façon, c'est pas possible. Je peux pas backtester les macélés parce que je ne peux pas demander à mon système de tracer automatiquement des axes. Donc à partir du moment où je peux pas avoir les axes, je peux pas backtester les axes. Par contre, oui, j'ai fait des milliers de trades dessus. Et alors ça m'a fait plaisir quand je te montrais tout à l'heure Madman là, avec ses serveurs, etc. Lui pu réaliser un vrai backtest et tout, parce que moi je suis incapable avec prendre les termes, c'est pas possible. Donc tu vois, pareil, ça aussi je l'ai pris, celui-là, il est là d'ailleurs, là j'ai décalé la flèche, le retournement il est là. Parce qu'on était en zone de contre-mesure, c'était un moment où cet axe il passait en dehors des zones de contre-mesure, des petits pointillés bleus. Donc ça, c'était des mouvements d'extension maximum des vagues d'impulsion, ici. Elle n'est pas là, la flèche, hein. Sur le truc, j'ai pas assez de résolution, elle est là. Elle est là et elle est là. Ça, ouais, ça bon. En plus, il est génial, il est juste sur la borne de Bollinger supérieur qui est en train d'être là. Pour rentrer là, placer un stop là, si tu as le bol. Alors, jamais on fait l'ensemble du trade. Hein. Enfin, moi en tout cas. Jamais je vais manger tout ce qu'il y a à manger, c'est-à-dire, jamais je vais shorter full là et racheter full ma position ici. Ça, la bande de Bollinger inférieure, sans période, c'est l'objectif théorique idéal. Jamais je ferai ça. Typiquement, ici je vais ressortir un tiers de position sur la bande de Bollinger inférieure, rabaisser le stop, et puis je pense que par là, puisque c'est des points relatifs, Tu rabaisses ton stop au niveau d'entrée? Toujours. Toujours parce que le fait d'avoir un stop sur le point d'entrée, ça permet d'être sur le marché sans aucun... Ouais, t'as gagné un tiers même si c'est pas beaucoup, mais tu t'en fous parce que t'es sur le marché sans aucun risque. Le but du truc, c'est de contrôler le risque. Et là, t'es sur le marché... C'est bien qu'on est sûr de gagner, mais c'est pas combien. Déjà, t'es sûr de pas perdre. Enfin, sauf gap. Mais tu vois, c'est ça qui me rend, moi, psychologiquement super zen. Je m'en fous de ce qu'il fait derrière. Donc je continue de surveiller l'unité de temps inférieure. De temps en temps, on va avoir vraiment de la chance. Là, ça, déjà, c'est un beau trade hein, sur le 4 heures sur l'euro-dollar. Ça marque déjà des points, même si c'est un tiers de position. Si je sors un deuxième tiers ici, je suis vraiment en droit du pétrole. Et si j'arrive à sortir mon troisième quelque part par là, attends, mais c'est monstrueux comme trade, ça. Là, ton poche est super lourd. Même si c'est un tiers, un tiers, un tiers. Alors, le coût des un tiers, ça augmente un peu les frais de courtage. Mais de mon côté, ça augmente tellement le niveau de... Enfin, ça diminue tellement le niveau de risque que c'est vraiment... Enfin, moi, je fais comme ça parce que c'est des stress total. Les courtages, c'est un problème, je pense. Hein? Le courtage, c'est un faux problème. Oui, c'est ça. Ouais. Mais sur l'euro-dollar, ça augmente les frais de courtage de faire ça? De sortir en 3 fois? Ah oui, parce que alors ça dépend. Ça dépend des frais fixes ou des frais variables. Ouais, voilà, effectivement, c'est sur l'euro-dollar, pas nécessairement. Parce que c'est un pips ou 0,8 pips quand tu sors ta position. Donc ça, c'est pas forcément. Ça augmente les frais de courtage en swing action chez les brokers qui prennent une partie de fixe et une partie de variable, ou chez certains CFD qui peuvent aussi t'appliquer des frais fixes et un peu de variable.
Mais voilà, oui, non, t'as raison. Ouais. C'est quoi les pips? C'est quoi les pips? Les pips, c'est des points sur le forex. On appelle ça des pips. Pourquoi, quand ça veut dire pips déjà je- C'est la quatrième décimale, je pense. Ouais, ouais, c'est la variation des points sur le forex. Des points. Ouais. Donc tac tac tac. Donc short ici, long là, re-short là. A priori ça me semble pas trop idiot. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Encore un qui se... Tiens, celui-là se passe pas bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? On est là. En fait le retournement il est par là. Alors pareil. Ce que je voudrais essayer de partager avec vous, de toute façon vous le verrez, hein, c'est que ce genre de signal, même si il ne porte pas très loin comme ont été les 2-3 précédents, c'est pas un mauvais signal. Ok? Le truc se retourne effectivement, il va sonder, il va pas sonder très loin. Avec cette gestion du money management en tiers, bah, vous ne paumez pas beaucoup. En plus ici le point d'entrée était bon. Bollinger qui se ferme, vous pouvez placer un stop rapide. Si on sort ici, bah, c'est déjà un petit trade. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu les flèches qu'on a placées total en aveugle. Hein. On n'a pas les prix, on n'a pas les phases, on n'a rien du tout. Il n'y a pas de truc où ça casse. Je veux dire, on s'en prend plein le nez. C'est mieux que pile ou face. hein, c'est un petit peu, c'est une petite amélioration du pile ou face, je pense. Ouais. Alors on fait tourner la pièce moins souvent. Il y a moins de trades, mais effectivement, vous verrez qu'il est rare qu'un signal se fasse invalider. Toujours pareil, parce qu'on prend ces axes, ils ont une forte probabilité de réussite, et cette réussite, c'est pas un truc, c'est un truc très simple, c'est que quand on arrive sur ces zones sont super importantes, et elles sont confirmées par l'unité de temps inférieure. Dès que l'unité de temps inférieure prend du vent dans les voiles, on la suit avec un stop serré. Elle se retourne, on éjecte une partie de la position, bam, on blinde le stop au niveau du point d'entrée ou très proche, ça c'est souvent très facile à faire. Et après, si jamais effectivement ça se met à souffler, eh ben on gagne. Si ça ne souffle pas, on recommence, on n'a pas perdu. On a gagné un petit peu, peut-être pas des masses, mais on a gagné un petit peu. Et si déjà on arrive à éliminer les pertes d'un compte de trading, et qu'il reste que les coups, même on a du bol, que le truc passe, eh ben, le compte de trading il augmente. Voilà, moi je veux ça comme ça. Hein. Donc celui-là, pas terrible, il a sondé, ok, mais enfin, toujours pareil, c'est pas un trade perdant. Pas forcément un trade méga gagnant, mais c'est pas un trade perdant. Est-ce qu'il y a encore un? Et oui, je l'avais pas marqué celui-là. Je l'avais pas noté, il est là. Ah, pardon. Si, si, je l'avais noté. Alors là, celui-là. Il a assez resserré celui-là par rapport aux autres. Hein? Il a assez resserré par rapport Ouais, celui-là, il aurait peut-être été perdant. Parce que l'entrée, elle est par là. Ouais. Attends, zoomons sur les bougies pour voir un peu ce qui se passe. Là, il y a pétage de stop là. Parce que ça dépend de la façon dont la bougie a été exécutée. Rentrer ici, impossible. Non, je l'aurais pas fait. Je vous explique pourquoi. Attendez, je vais la mettre en grand sur l'écran. Ah si, peut-être. Parce qu'en fait, il est pas là, il est sur l'une des deux. J'explique pourquoi. Celui-là, il aurait peut-être été perdant, je ne sais pas. En fait, en regardant précisément l'entrée, donc là, le truc était retourné, elle aurait été là. Et là, je ne sais pas quel était le signal de l'unité de temps inférieure, mais vu la bougie haussière qu'on a eue, elle est partie à la hausse. Peut-être que je l'aurais pris. Je ne sais pas, je ne connais pas la nature du signal sur l'unité de temps inférieure. Mais alors après, par contre, très rapidement, par contre, mon stop, il aurait été quelque part par là, ça peut être un trade perdant, je ne sais pas.
Voilà. Le stop, tu aurais été mis où? Le stop, c'est si on descend. Sur l'unité de temps inférieure, sous la bande de Bollinger de l'unité de temps inférieure. Alors, on est en 4 heures et nous sommes... on regardera après, on va passer sur l'unité de temps inférieure. On est en 4 heures et... papier. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon papier 4 heures. Tu peux noter, on est en 4 heures le 31 juin. Le 31 mai, là. Mais. Oui, mai, pardon. Ouais, 31 mai. Et on va mettre après on va dédoubler la fenêtre, on va regarder ce qui s'est passé sur l'unité de temps inférieur. Donc, pif paf pouf, qu'est-ce qu'on a? Et après, si on a encore quelque chose. Ok. Entrée ici, ça va. Pas mal. On est dans un range, au milieu du range, je sais pas si j'aurais tenté celui-là. Mais par contre, on est en range ball 20. Vous voyez qu'on a tapé ping, 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 ça c'est pas mal. Oui, sur l'axe de propage, ouais, peut-être. Enfin, c'est un bon trait de toute façon, voilà. C'est ce que je vais vous montrer. On peut pas se faire boubou avec ça. Et derrière, j'ai plus rien. Voilà. Moralité, vous verrez, en prenant cette méthode, donc, prendre des axes bien décentrés, ceux qui viennent de loin, avec pas trop de pente, toujours confirmé sur l'unité de temps inférieure. Là, on l'a fait en aveugle. Si vous faites ça avec l'unité de temps inférieure, en attendant un signal de l'unité de temps inférieure, là déjà en aveugle, il n'y a pas de signal où on se fait égorger. Donc, avec l'unité de temps inférieure, il n'y a pas de raison que... Enfin, ça ne peut aller que mieux, quoi. Voilà. Est-ce que je les aurais tous sélectionnés? Je ne sais pas. Il y en avait un certain nombre qui étaient très beaux sur des points d'entrée, des bols sans, ça je les adore, ça. Ça, je les adore. Voilà. Entre 16 juillet et 9 août. Pardon? Ajouter le remplacement entre 9. Alors, entre le... Non, 9 juillet. Le 9 juillet... Et le 16 août. Juillet, c'est celui-là, et le août, c'est celui-là. Combien il y en a avant? Celui-là? Oui, effectivement. Encore à gauche. À gauche. Hop, Celui-là? là, avec celui qui est précédent, là. Hein? Il y a une belle entrée, là, voilà, ici. Là. Ici? Ouais. Écoute, tu sais quoi? Oui. Et Premier point le 5, oui. ensuite le Je 25 t'explique et pourquoi, l'entrée le 3 effectivement. août. Parce que l'axe, alors quand on zoome dessus, Voilà. il est là. Parfait. Ouais. Celui-là, il est beau. Ouais. Il est là. Paf. Il est pile poil. Vous voyez que ça ne correspond pas nécessairement, ce que je disais, à des supports ou des résistances sur les prix. Et c'est l'avantage du système MACD, c'est qu'il va vous filer des points d'entrée que vous ne pouvez pas avoir graphiquement. Et est-ce que tu gardes longtemps le troisième tiers qui ne peut pas faire? Tu les laisses longtemps ou tu les trucs où... Ok, alors là, vous avez encore la patate? Ok, parce que ça c'est important, mais on le répétera, c'est pas grave. Il y a deux cas de figure. Où c'est un trade de full contre-tendance. Ok, c'est-à-dire par exemple le truc qui est en train de se scratcher à la baisse, je le prends sur un stylet 1, 2, 3. Et là c'est du plein contre-tendance, auquel cas j'applique une règle de sortie. Mais si c'est du range, ou que je joue dans la tendance, j'applique une autre règle. J'explique pourquoi. Si c'est du full contre-tendance, et que c'est la première contre-tendance, je sais qu'elle ne va pas aller loin. Donc celle-là, ça ne va pas être un tiers, un tiers, un tiers, ça va être au minimum un demi de la position que je vais éjecter au premier retournement de l'unité de temps inférieure. Parce que là, c'est dangereux, il y a toujours un pullback. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas repartir derrière, mais il peut y avoir des belles impulsions de contre, mais généralement, elle retape les moyennes mobiles 20 dans ces eaux-là. Et là, j'ai tendance à éjecter un petit peu fort. Okay, parce que c'est vraiment du contre-tendance. Oui, un marché, il ne part pas d'un